Chers amis de Paix et Guerre, bonjour. Je vous retrouve après une exceptionnelle coupure d'une semaine pour une 103e mondoscopie. Nous sommes le 30 décembre 2025. Je la fais le mardi pour que demain soir, vous comme moi, soyez tranquillement avec vos amis en train de célébrer la nouvelle année, je l'espère. Alors, c'est vrai que cette coupure a eu du bon, mais vous m'avez manqué quand même, je l'avoue, parce que j'aime notre rendez-vous hebdomadaire. Alors, c'est le moment évidemment des vœux, même si nous ne sommes que le 30, de santé, d'amour, d'accomplissements divers et variés. Mais d'abord, moi, je voulais vous remercier de votre fidélité, de votre soutien dans cette, périlleuse et même plus périlleuse que je ne l'aurais pensé, aventure, de cette chaîne de Paix et Guerre. Ma tentative, mon entêtement, à la mesure de mes modestes moyens pour mettre un peu de bon sens, de raison, de perspective, de lumière éventuellement dans un paysage informatif quand même, français assez flou, et à bien des égards, très imparfait, a rencontré quand même depuis 2 ans maintenant, votre soif de voir les choses non plus à plat, mais en relief, sur la scène internationale et ça, j'en suis extrêmement heureuse. Donc je voulais vous remercier d'être tous là, de plus en plus nombreux, même si ça va doucement, y compris dans le cercle, ça va trop doucement, enfin c'est comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la fureur, des accusations, calomnieuses, des réductions, ad Putinum, qui m'affligent comme d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que moi, pour faire pression, pour dégoûter, pour me faire taire et pour les faire taire et cetera. Tout ça, c'est vrai, c'est fatigant. C'est fatigant parce que la bêtise, au bout d'un moment, ça lasse. Mais c'est surtout très inquiétant et très affligeant parce qu'en fait, en cherchant à museler ceux qui veulent encore, faire réfléchir, expliquer, les événements, bah, en fait, c'est collectivement quand même qu'on s'appauvrit en tant que nation, en tant que peuple. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile, d'accepter le conformisme, mental, mais c'est très dangereux. C'est très, très dangereux parce que précisément, on perd ce fameux lien avec le réel que moi je trouve, évidemment fondamental et à la fin, ce sont nos gouvernants, nos analystes, j'allais dire officiels, en fonction, qui finalement, bah, voient s'appauvrir leur capacité à eux, de manœuvre, de décision, d'action en fait pour notre pays et voilà et si l'idée c'est d'être tous réduits à ânonner une espèce de pravda, hein, parce qu'il y a pas d'autre terme, de vérité, révélée, officielle, n'est-ce pas? Monochrome, inodore et nécessairement à côté de la plaque et ben, c'est pas très excitant, c'est pas très intéressant et encore une fois, c'est dangereux parce que, on ne parle pas là de choses ordinaires, on parle de choses qui peuvent avoir des conséquences très fortes, très importantes pour notre pays. Donc, si vous voulez, au-delà du sort des individus, comme moi, des individus qu'on cible parce qu'ils sont, «libres penseurs» entre guillemets, parce qu'ils ont une liberté de ton, d'écriture, parce qu'ils ont un peu d'écho parfois, enfin, faut pas exagérer non plus. En fait, c'est tous ensemble que nous déclinons, en fait, si vous voulez, en cassant, en cherchant à étouffer ces gens-là, à étouffer leur voix. Et bien, c'est ensemble que nous nous affaiblissons en tant que nation, en tant que France. Voilà et moi, c'est ça qui me préoccupe et c'est pour ça que je le fais. Je fais les choses, parce que je considère que j'en ai vraiment, le devoir, que je ne peux pas ne rien dire, ne rien penser et aller, cultiver mon jardin. En tout cas, je finis cette année,
heureuse de vous savoir près de moi, chaque semaine et puis pendant les entretiens géopolitiquement incorrects, pendant le grand direct une fois par mois. Mais, je suis heureuse, mais je suis aussi quand même très déçue, qu'en 2025, il n'y ait pas eu finalement d'éclair de lucidité, d'intelligence de la situation, s'agissant bien sûr de ce grand conflit dont je vous parle très majoritairement, même si je parle parfois d'autres choses. Ici, je me suis promis cette année d'essayer de parler de beaucoup d'autres choses, et d'autres parties du monde. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2025, la France, et l'Europe ne sont pas sortis du guêpier ukrainien, terrifiant, dans lequel finalement c'est notre idéologie, notre dogmatisme, qui nous ont plongés, voilà. Et ça paraît indécrottable et c'est très inquiétant, voilà. Voilà. En tout cas, bon, c'est vrai, moi ça me rappelle, beaucoup cette espèce d'ambiance très lourde. Ça me rappelle la fin de mes années au SGDSN, au SJDN à l'époque, hem, où j'avais déjà expérimenté le péril personnel, les dangers, pour la carrière, pour l'avenir, pour, la liberté d'action, pour, plein de choses, qu'il y avait à vouloir servir, en faisant un travail quand même rigoureux d'analyse. C'est-à-dire, sans classer verticalement, en mettant à la poubelle les informations qui ne correspondent pas aux instructions, qu'on peut recevoir «d'en haut» entre guillemets. Donc cette espèce d'effort pour s'approcher de l'objectivité, sachant qu'elle est impossible à quiconque, à aucun moment, bien sûr, l'objectivité totale, mais on peut s'en approcher, on peut recouper les informations, on peut rester rigoureux, on peut essayer d'être intellectuellement honnête et neutre, hem, quand on observe, quand on décrit et plus encore quand on prétend faire des recommandations à propos, de l'évolution d'un conflit et des décisions à prendre pour un pays. En tout cas, voilà, ça m'a rappelé un peu, voilà, l'ex-Yougoslavie dans les années 90 et là aussi, il y avait déjà eu un très, très grand manichéisme des positions, progressif, mais qui s'était bien installé à la fin et c'était compliqué, voilà, de faire son travail, pour moi, parce que moi j'étais sur ce dossier, mais pour d'autres sur d'autres sujets. Bon bref, en tout cas, heu, voilà, je trouve scandaleux, je trouve infamant que l'on mette en cause, la loyauté des observateurs impartiaux et la mienne, évidemment, considérant, mon parcours. Dieu merci, je sais que dans les services spécialisés que nous avons et que j'admire et j'apprécie, services, précisément qui sont chargés, d'identifier les gens véritablement, dangereux ou travaillant pour des puissances étrangères, quelles qu'elles soient. Je pense que les gens savent bien, qui je suis, ce que je fais, comment je le fais, donc je ne suis pas inquiète si vous voulez. Je suis déçue de cette ambiance et je voudrais qu'elle change. Je voudrais qu'on prenne la mesure, de ce que l'on doit faire quand même, désormais. Bon, en tout cas, je ne suis pas évidemment la seule et je suis bien moins, embêtée, que d'autres, bien sûr que vous connaissez tous, que vous avez lu, que vous avez écouté. Heu, Peut-être que je suis trop naïve, peut-être que mon tour va venir, mais pour moi le réalisme, c'est pas du cynisme, c'est son exact opposé. Donc je fais quand même confiance, malgré tout, aux structures de l'État sur un certain nombre de choses. Bon, les gouvernances, c'est un autre sujet. La décision politique, c'est autre chose que l'analyse, malheureusement. Malheureusement. Voilà. Heu, j'espère en tout cas que tout ça va prendre fin, qu'on va retrouver un peu, le sens du réel, le sens des urgences, le sens des nécessités pour notre pays, encore une fois, certes se renforcer, certes, reconstruire, rebâtir un instrument de défense et cetera, mais sans, s'inventer des ennemis, s'inventer des menaces et s'inventer, des guerres à faire.
alors qu'il faut au contraire aller vers la paix, vers le dialogue, vers la diplomatie, vers un arrangement rapide pour sortir l'Europe de ce conflit, vis-à-vis de la Russie. Enfin, voilà, moi, ça me semble lunaire tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, alors il paraît qu'il y a des listes qui sont faites de euh, tous les analystes européens un peu notables. Je pense que j'en fais même pas partie, mais qui exprimeraient des opinions anti-OTAN, anti-Ukraine. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas d'être anti. Encore une fois, j'ai fait une mondoscopie là-dessus, sur les pro-russes et les pro-ukrainiens. Il ne s'agit pas d'être anti ou pro. Il s'agit de décrire le réel et d'essayer de trouver où est la place optimale pour le pays dont on est l'un des ressortissants, dont on est citoyen. C'est quand même ça qui est très important et c'est ce que sont en train de faire les États-Unis. Mais je vais revenir là-dessus parce que justement, le divorce qui est en train de se produire pour moi entre l'Europe et les États-Unis tient aussi à cette conscience que commencent à avoir très sérieusement et à manifester les Américains vis-à-vis des Européens, conscience que eux sont désormais concentrés sur ce qu'ils considèrent être les intérêts nationaux des États-Unis, à tort ou à raison. En tout cas, il y a une réflexion sur ce point-là. Et ce que nous faisons, nous, en Europe, qui, de leur point de vue, ne correspond pas, en fait, euh, à ce qu'ils appellent des alliés fiables, des alliés souhaitables même, des alliés sûrs, parce que nous n'avons plus de conscience de ce qu'est véritablement notre souveraineté nationale et l'analyse de nos intérêts propres. Ça, c'est un vrai sujet de géopolitique global et on a l'impression que l'Europe, de ce point de vue-là, est tombée dans un trou noir où elle ne comprend pas quel est son intérêt véritable, pas celui de la technostructure qui dirige, l'intérêt des États européens pris un à un et même pris comme ensemble, et même pris comme ensemble dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Bon, donc, voilà, moi je pense être une voix assez, enfin, qui n'est pas tonitruante, si vous voulez, mais je pense que toute cette histoire sur les théories du complot et les complotistes et les agents d'influence, etc., tout ça, c'est du flan. Enfin, même un enfant de maternelle ne peut pas croire ça. Est-ce que vous pensez sérieusement que John Mearsheimer aux États-Unis, que Jeffrey Sachs, que le colonel McGregor, que le colonel Davis, que le colonel Wilkerson, que Larry Johnson, que Ray McGovern, que Alistair Crook, tout ça, ce sont des agents de Poutine. Bon. Est-ce que vous pensez en France que Ségolène Royal, Luc Ferry, Pierre Lelouch, tout ça, ce sont des agents de Poutine? Non, ce sont des gens qui ont une forme de rationalité, qui ont aussi un peu de culture historique, qui remettent les choses dans leur contexte, qui voient la dangerosité de la situation et qui se disent que cette espèce de rupture et de refus total de l'Europe, en fait, de discuter avec la Russie, de chercher une issue, un règlement nécessairement compliqué, nécessairement douloureux, nécessairement peut-être un peu humiliant et gênant pour les Européens, évidemment, avec la Russie. Tout ça, n'est pas possible, ne se fait pas, on le refuse, on le nie, et on continue à aller vers un choc euh, qui ne peut, enfin, qui peut avoir des conséquences absolument terrifiante, dramatique. Et on voit bien qu'il n'y a pas de rationalité à ça. C'est totalement irrationnel, en fait. Voilà, donc c'est mon inquiétude. Je pense que c'est la leur à tous. Et c'est pour ça qu'ils s'épuisent les uns les autres toute la journée sur des chaînes. Partout, quand on les invite sur les grands canaux américains, mais on les invite rarement, donc sur des canaux alternatifs, effectivement, à dire, mais attention, mais réveillez-vous, réveillons-nous, enfin, comprenons ce qui se passe, comprenons ce qui se passe, comprenons que nous avons fait ce pari et que malheureusement, nous l'avons perdu.
même pas malheureusement d'ailleurs, nous l'avons perdu. Donc il faut en tirer des conclusions, il faut savoir faire un pas en arrière, rechercher à rétablir des équilibres stratégiques très importants entre les États-Unis et la Russie, parce qu'ils parlent beaucoup de cela, évidemment. Mais nous, on a le même problème. C'est même pire pour nous, puisque nous, nous sommes sur le même continent. Nous sommes en Eurasie avec la Russie et avec la Chine, d'ailleurs. Donc, nous devrions ne penser qu'à cela, si vous voulez, au lieu de faire semblant de croire que c'est juste le sujet de l'Ukraine, de la liberté de l'Ukraine, de la démocratie de l'Ukraine, enfin, voilà, ça ne trompe en fait plus que nous-mêmes. Voilà, et c'est quand même très, très ennuyeux. Voilà. Donc, je je pense que criminaliser, la parole, calomnier, expliquer que les gens sont des agents d'une puissance étrangère simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'opinion, officielle ou même dominante, avec l'analyse dominante, bon, bah, enfin, non seulement c'est complètement arbitraire, c'est complètement ça n'a pas de sens, ça n'a pas de fond. Mais c'est très inquiétant quand même pour un continent qui se veut le parangon de la liberté de pensée, d'expression, de l'individu, bon, la lumière, n'est-ce pas? Le phare du monde, bon, bah, c'est bien, mais il faudrait commencer par laisser les gens quand même penser ce qu'ils veulent. Voilà, donc écoutez, peut-être que j'ai tort de dire tout ça, que ça me fera du tort à moi, mais je pense il faut quand même le dire. Voilà, voilà, parce que, parce que sinon, bah, ça veut dire qu'on accepte en fait la chute collective, non seulement des élites européennes, heu, mais des peuples européens à la fin. Et dans le monde tel qu'il est, avec les gens auxquels nous avons affaire, les autres dirigeants, les autres États, ce retour, non pas des empires, à mon avis, ça aussi, c'est très. C'est ridicule de penser comme ça. Enfin, moi, en tout cas, je ne pense pas comme ça. C'est pas le retour des empires, mais c'est le retour des nations. C'est le retour des grandes nations. Et il se trouve que toutes ces nations, en dépit de toutes leurs divergences, toutes leurs rivalités, elles ont en commun d'apprécier le fait d'avoir affaire à des dirigeants qui ont conscience, heu, d'être les représentants de nations, voilà, et de défendre les intérêts nationaux de leur peuple. En Europe, il y en a quelques-uns, mais évidemment ceux-là, on les voue aux gémonies. Mais je pense que nous devrions et nous serions collectivement, en tant que nations européennes, bien plus prises au sérieux, bien plus respectés et bien plus puissants, même comme ensemble de coopération renforcée et cetera, sectorielle, les uns avec les autres, en nous épuisant à nous diluer finalement. Parce qu'on a l'impression qu'on ne pense qu'à ça, si vous voulez. Alors on maquille ça sous, l'idée d'une autonomie stratégique européenne, enfin, et on se sert du conflit ukrainien, pour justifier en fait cette, marche forcée à la fédéralisation de l'UE. Mais ça ne va pas, à mon avis, dans le sens de son intérêt. Voilà, ni collectif, ni, de chacun de ses membres. Bref, en tout cas, heu, j'ai quand même du mal à croire que nos élites, européennes croient véritablement en l'existence d'une menace russe contre l'Europe. Heu ça me semble, même prendre Vladimir Poutine, comme, un monstre total ou même simplement comme, heu, le bouc émissaire de nos difficultés économiques et financières, enfin, ça n'est pas sérieux, en fait. Ça n'est pas crédible, hem, ça n'est pas crédible, voilà. Alors, peut-être, les choses vont-elles évoluer? J'ai entendu dire que notre président de la République, avait dit récemment qu'il serait peut-être temps de parler à la Russie. Donc, moi, je salue ce pas de la raison.
On lui a répondu, ou on lui a fait répondre, on lui a répondu de manière indirecte côté russe, bah, qu'il appelle, hein, en fait, voilà, puisque évidemment tous ces gens-là peuvent se joindre quand ils veulent. Donc il faudrait le faire, en fait. Mais pour se dire quoi? Voilà, c'est-à-dire il faut à un moment donné, la France a été assez intelligente pour ne pas aller jusqu'au bout de la folie qui consistait à confisquer, une petite centaine de milliards d'avoirs russes. Bon, voilà, un certain nombre de pays européens ne l'ont pas fait. Bon, vous me direz, ça s'est traduit par encore un espèce de prêt, de 90 milliards dont nous n'avons pas le premier centime, pour soi-disant aider l'Ukraine. Mais aider l'Ukraine à quoi? Je pense qu'il faut aider l'Ukraine à faire la paix. C'est ce qu'on peut faire de mieux pour l'Ukraine dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Je n'ose même pas vous parler des derniers chiffres, que donne le colonel MacGregor. Alors on me dira: «C'est un agent d'influence russe». Bon, très bien, mais enfin, je pense qu'il a quand même un certain nombre de sources américaines, internes, qui, lui donnent, peut-être des estimations qui ne sont pas si mauvaises, pas si loin du réel du moins. Et quand on voit, les chiffres dont il parle dans ses dernières interventions, publiques, bah, ça fait vraiment peur. C'est-à-dire que le ratio là, c'est même plus de 1 à 4 ou 5, c'est plus de 1 à 10. Voilà, c'est plus de 1 à 10. Bon. Voilà, donc après cette très longue introduction, heu, où j'ai rappelé qu'en France, il y avait des voix courageuses qui osent encore appeler à la raison, à la réflexion, au calme, au bon sens, à la paix juste et durable. Mais, comme on dit, hein, mais le contenu de ce que l'on appelle juste et durable, c'est là que le bât blesse, en fait, hein. Je vous dirai ce que j'appelle moi juste et durable. En tout cas, il y a ces voix, je pense qu'il faut les laisser s'exprimer. Au contraire, il faudrait leur donner plus d'écho, et non pas moins, et non pas chercher à les étouffer. De toute façon, la haine est mauvaise conseillère, elle ne fait qu'aveugler. Donc, on voit bien là, que le phénomène, le plus inquiétant, c'est cette espèce de découplage entre l'Europe et les États-Unis. Hem Où au lieu d'attacher notre étoile au char américain qui semble avoir recouvré ses esprits, eh bien, on en est maintenant à s'accrocher aux Britanniques qui, eux, sont dans une espèce de néo-impérialisme, forcené, complètement fou. Heu, Certes, ils ont perdu leur empire, mais ils devraient s'en souvenir là, parce que c'est plus possible en fait de continuer à chercher à ce point-là à maintenir, des opérations d'influence, et à rêver encore, d'aller dépecer, la Russie et ses ressources. Enfin tout ça, ça me semble extrêmement dangereux. En tout cas, donc je vous ai fait cette longue introduction pour vous dire que j'espère que 2026 nous verra tous, dans un pays, qui aura retrouvé une position beaucoup plus avantageuse dans le cadre de cette recherche de la paix, au service de la paix. Et pour ce qui nous concerne, vous et moi, eh bien, nous nous retrouverons, je l'espère, comme toujours et peut-être un peu plus encore, sur Paix et Guerre, pour parler, d'actualité internationale. Et j'essaierai, de vous donner, des éléments pour être plus avertis, plus informés, voilà, plus lucides, plus conscients, en fait, face à ce qui se passe dans le monde. Parce que pour moi, en tant que citoyen d'un État, quel qu'il soit d'ailleurs, on doit s'intéresser à ce qui se passe sur la scène mondiale. On ne peut pas s'intéresser qu'à, son tout petit périmètre individuel ou familial, c'est quand même pas possible. Voilà. Donc, et j'espère que Paix et Guerre se développera aussi grâce à vous, en tout cas grâce à votre audience. Donc,
je veux revenir sur cet, événement, donc dans le cadre de cette espèce de course de vitesse engagée entre les Européens et Trump, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Heu, j'ai l'impression que si on veut, arriver vers un stop mis à cette escalade, heu, du conflit, il faut sauver le soldat Trump. Alors, il a tous les défauts de la terre, Donald Trump, peut-être. Et quand on voit sa politique au Moyen-Orient, là, je suis beaucoup moins d'accord pour sauver le soldat Trump. Mais il a beau être matamor, il a beau être hableur, etc. Il a cette vision stratégique pour son pays. Et on lui fait, je trouve, sur l'Ukraine, un procès extrêmement injuste et extrêmement dangereux. Il a compris qu'il n'y avait rien à gagner dans cette aventure militaire qui est en panne, qui est perdue, contre Moscou. Il a compris que les États-Unis n'ont évidemment aucun intérêt stratégique, fondamental, vital, existentiel, comme vous appelez comme vous voulez, à faire la guerre à la Russie, dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui et dans l'état dans lequel se trouve la Russie aujourd'hui et dans l'état dans lequel se trouve la Chine et dans l'état où se trouve la relation russo-chinoise. Il a compris, que voilà, les fantasmes européens, du dépecement donc de la Russie, qu'ils soient portés par les Britanniques qui certes ne sont plus dans l'UE, mais enfin sont en train d'y retourner, à cette occasion d'une manière très forte, et puis bien sûr par les Baltes. Tous ces fantasmes-là sont extrêmement dangereux, donc en gros, il a tout essayé. Il a essayé au départ de dire: «Bah, écoutez, si vous voulez y aller, allez-y tout seul», en se disant: «Les Européens vont comprendre qu'ils ne peuvent pas y aller tout seuls». Bon, mais non, mais non, on ne comprend pas, on continue. Donc, là, on continue et en fait, il y a eu donc alors certains disent qu'elle n'a pas eu lieu, les Ukrainiens les premiers évidemment. Enfin quand même, là, manifestement, bon, on va attendre que les Russes produisent, je pense qu'ils les ont déjà produites d'ailleurs pour les Américains, mais on va peut-être attendre qu'ils donnent des marques officielles, après tout, de ce qu'ils affirment. Mais enfin, quand même, Sergueï Lavrov, qui n'est pas un clown, qui n'est pas, qui fait pas de la politique étrangère, comme on joue au golf. Enfin, si vous voulez, c'est quand même le ministre des Affaires étrangères, très sérieux de la Fédération de Russie depuis, des décennies maintenant. Hem Eh bien, Sergueï Lavrov a donc, fait une déclaration glaciale à propos d'une attaque qui aurait eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi avec 91 drones ukrainiens, enfin lancés a priori par l'Ukraine, enfin en direction d'une des résidences de Vladimir Poutine à Novgorod. Bon, les 91 drones ont été arrêtés, il n'y a pas eu de dégâts, mais c'est quand même, voilà, là c'est de la terreur, d'État, si vous voulez. Si c'est bien les Ukrainiens qui ont décidé ça et si c'est bien le président Zelensky lui-même, mais ça, on va se poser la question après. En tout cas, ils ont fait une déclaration glaciale sur le thème, donc c'est du terrorisme d'État. Ça ne nous empêchera pas, contrairement à ce qu'espèrent probablement ceux qui ont fomenté cette attaque, de poursuivre notre conversation confidentielle avec les États-Unis. Nous allons néanmoins devoir réviser, il n'a pas dit drastiquement, mais je suis sûre qu'il le pense, notre position dans la négociation. Évidemment, les Ukrainiens expliquent qu'en fait, c'est pas vrai, il n'y a pas eu d'attaque, ça n'existait pas. Et en fait, les Russes disent ça parce qu'ils ne veulent pas négocier. Bon, il se trouve que précisément, la négociation avance entre Russes et Américains. Ce sont les Ukrainiens qui continuent avec des plans et des propositions dont Donald Trump lui-même a dit de toute manière, le plan de paix de Zelensky, sans mon approbation, ne vaut rien. Bon, donc on voit bien qu'il y a un vrai problème pour les Ukrainiens aujourd'hui parce qu'on se rapproche du moment où il va falloir faire de véritables
et dramatique concession, reconnaître des états de fait avec des conséquences politiques évidentes pour Zelensky et tous ceux qui l'entourent et qui ont mené cette guerre. Bon. Donc, donc Lavrov a dit ça, donc le dialogue se poursuit, les positions seront révisées, les représailles ont déjà été décidées et préparées quant au moment où elles vont avoir lieu et quant à leur ampleur probablement aussi. Alors là, évidemment, c'est là que ça se corse parce qu'en fait, cette résidence de Vladimir Poutine est une résidence qui n'est pas qu'une maison, n'est-ce pas? C'est aussi un lieu où il y aurait, dit-on, et là, c'est l'ancien conseiller de Zelensky, dont on explique aujourd'hui qu'il est un agent russe, parce qu'en fait, il est en rupture de ban avec le pouvoir de Kiev et il fait des déclarations tonitruantes depuis déjà 2 ans. C'est toujours le même, c'est Alexei Arestovitch, celui qui avait parlé de la guerre nécessaire à mener pour entrer dans l'OTAN, etc. Là, il a fait des déclarations en expliquant que ce n'était pas lui qui avait inventé cette attaque, il l'avait lu c'était des sources occidentales qui avaient parlé de cette attaque, je ne sais pas lesquelles, et c'était des sources ukrainiennes qui expliquaient que c'était de l'ordre, en termes de gravité, de la crise des missiles de Cuba, parce qu'en fait, c'était pas une maison de Poutine qui avait été frappée, c'était le centre de commandement, le QG, si vous voulez, de Vladimir Poutine, qui lui permet de contrôler l'ensemble des forces russes et l'ensemble de la triade nucléaire quand il n'est pas au Kremlin. Bon. Donc c'est une véritable ville sous la maison, si vous voulez. Voilà. Donc, ça veut dire que si cette attaque a eu lieu, si c'était cet endroit qui était visé, c'est en fait une attaque, non seulement une tentative éventuelle d'assassinat du président russe, parce qu'on s'imagine qu'on aura mieux après lui, je pense que là c'est une erreur colossale, mais c'est surtout une attaque directe sur les centres de commandement nucléaire de la Russie. Ça veut dire, au terme de la doctrine nucléaire russe, révisée à plusieurs reprises dans le sens d'un renforcement depuis le début de l'opération militaire spéciale, ça veut dire qu'en fait la Russie pourrait, en théorie, se réserver le droit d'une riposte nucléaire tactique sur l'Ukraine. Voilà. Alors, est-ce que c'est l'idée de ceux qui ont imaginé cette attaque? Encore une fois, si elle a eu lieu. Moi, je pense qu'elle a eu lieu, mais bon, parce que je ne vois pas Lavrov en train de mentir à Trump, je ne vois pas Lavrov, je ne vois pas Ushakov non plus en train de mentir à Trump. Je pense que les conséquences seraient beaucoup trop lourdes pour les Russes dans leur dialogue avec les États-Unis s'ils s'amusaient à faire un false flag, si vous voulez. Bon. Donc, une attaque sous faux drapeau, pardon. Donc, là, on voit bien qu'en fait, la question des représailles russes va être très importante. Je ne pense pas que ça va aller jusqu'au nucléaire tactique, parce que ce ne serait pas dans leur intérêt. En revanche, il n'est pas impossible qu'il y ait le lancement d'un Oreshnik. On a vu qu'ils viennent d'être déployés officiellement en Biélorussie. Il n'est pas impossible que ce soit peut-être, en tout cas, des centres gouvernementaux ukrainiens qui soient désormais visés. Alors après, la question, c'est à qui profite le crime et qui a décidé de cette attaque? Est-ce que c'est Zelensky lui-même? Est-ce que c'est son entourage qui a cru peut-être finalement l'aider à un moment où dans la négociation, sa main est tellement faible qu'il se dit qu'il va être obligé même de faire des concessions territoriales plus importantes que celles qu'il envisageait, sachant qu'il n'en envisage quasiment pas, puisque rien n'est reconnu de jure, etc. Est-ce que ce sont les Britanniques
l'analyste américain Larry Johnson, qui se trompe quand même assez rarement depuis 4 ans, a dit qu'il était fort possible que ce soit le MI6 qui soit derrière cette affaire. Ce serait extrêmement grave, pas seulement enfin, vis-à-vis de la Russie, mais vis-à-vis des États-Unis. Ça veut dire que là, on est à front renversé et que le conflit est ouvert entre Londres et l'administration Trump. Voilà. On sait que ça se passe très mal, mais enfin, ça veut dire que on est capable de décider d'une attaque qui en fait ridiculise Trump, qui venait de sortir, enfin qui était en pleine négociation avec les Russes, via son équipe bien sûr, qui venait de parler à Poutine, qui venait de recevoir Zelensky, qui venait d'expliquer qu'on était au bord d'un accord. Bon, ça je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux précisément, mais en tout cas, qui essayait d'expliquer qu'il était là dans son rôle de faiseur de paix. Là, on lui casse sa baraque en poursuivant, en menant une attaque qui est destinée à faire capoter l'ensemble des négociations et bien sûr à faire en sorte que rien n'arrive avant au moins les midterms, hein, parce que c'est quand même ça l'idée, c'est que Trump perde les législatives, que les démocrates reprennent la main et qu'on reparte à l'assaut des fantasmes d'une Ukraine capable de l'emporter si jamais on lui file de nouveau des dizaines, des centaines de milliards de dollars ou d'euros ou de je ne sais quoi. Bon, voilà. Donc c'est un camouflet, et d'ailleurs ça n'a pas échappé évidemment aux Russes, qui l'ont dit publiquement. Je ne sais plus si c'est la porte-parole de Lavrov, Maria Zakharova, ou si c'est Dmitri Peskov, qui ont dit c'est un affront en fait, non seulement pour la Russie bien sûr, mais c'est un affront pour Donald Trump et son rôle de grand Manitou, si vous voulez, d'une sortie du conflit en Ukraine. Voilà. Donc cet incident n'est quand même pas comme les autres, si vous voulez. Les Ukrainiens, avec les Britanniques derrière eux et une partie des réseaux américains aussi, avaient déjà tapé des centres stratégiques à plusieurs moments depuis le début de l'opération militaire spéciale. Mais là, c'est quand même, c'est au-delà de la folie, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle est l'idée? Bon, peut-être pas quand même de s'attirer une frappe nucléaire tactique sur l'Ukraine, mais peut-être, comme on sait que Poutine garde son calme jusqu'à présent, c'est l'idée justement d'accréditer non seulement que les négociations ne servent à rien, mais d'accréditer l'idée qu'il bluffe, puisqu'il ne va pas réagir comme il pourrait le faire au terme de sa doctrine. Donc il va forcément réagir en décalé, en dégradé par rapport à ce qu'il pourrait faire, parce que son idée, encore une fois, est d'aller vers un accord. Que vont faire les États-Unis? Alors sur le moment, quand Trump a été mis au courant de l'attaque, il a dit: «Ah non, c'est pas possible. Si c'est le cas, c'est vraiment très mauvais, c'est vraiment et nous allons revoir notre relation avec les Ukrainiens dans la négociation». Donc lui aussi, évidemment, il a dit ça. Enfin, sur le thème, c'est une folie, quoi. Enfin, c'est vraiment bon. Mais je pense qu'en fait, ça risque peut-être de hâter le moment fatidique où Donald Trump, s'il veut arriver à quelque chose, bon, s'il ne veut pas arriver à quelque chose, et si tout ça n'est que du show, un peu comme ils ont fait avec Israël et les Iraniens pendant la guerre des 12 jours, c'est-à-dire en pleine négociation, on lance des frappes. Peut-être que c'était ça, peut-être que c'était une idée d'affaiblir le centre de commandement stratégique russe pour taper derrière. Enfin, moi, je n'y crois pas. Je crois qu'il veut vraiment sortir les États-Unis de ce guêpier. Il veut vraiment faire un grand reset stratégique avec la Russie. Il veut vraiment mettre en œuvre
une doctrine de politique étrangère américaine qui est en fait celle du réalisme stratégique. Il considère, et là il y a eu un discours de J.D. Vance euh, euh, il y a quelques jours, expliquant qu'il ne faudrait quand même pas que les pays européens deviennent hostiles aux États-Unis ou que les États-Unis en viennent à les considérer comme hostiles. Et pourquoi les considéreraient-ils comme hostiles? Mais parce qu'en fait, ils sont confis dans l'idéologie, ils ont perdu de vue l'intérêt national, ils ont perdu de vue la cohésion interne nécessaire pour un pays pour se tenir debout et pour... voilà, alors ça c'est tout le discours identitaire américain. Mais en fait, il y a cette idée derrière qu'un État doit avoir conscience de lui-même, en fait. Conscience de sa souveraineté, conscience de ses intérêts, conscience de son unité culturelle. Il doit les préserver, il doit les sauvegarder, il doit... Voilà. Et quand il peut faire cela, alors il peut projeter de la puissance. Et dans la bouche de Vance et dans la tête de Trump, évidemment, les États-Unis savent faire cela. Voilà. Mais les Russes aussi savent le faire. Les Chinois aussi savent le faire aux yeux des Américains. Je rappelle d'ailleurs qu'après les entretiens avec Zelensky, lors de la conférence de presse à Mar-a-Lago, donc avec le président ukrainien et Trump, Trump a dit Vladimir Poutine est prêt, enfin il a dit des choses totalement inaudibles pour les Européens. Vladimir Poutine s'est montré très généreux dans les discussions et il veut le bien de l'Ukraine. Voilà, donc mettez-vous à la place de Zelensky, quelles que soient, encore une fois, les positions des uns et des autres. Si vous voulez, là, on voit bien que Trump a compris que pour arrêter la guerre en Ukraine, il fallait discuter avec la Russie. Et derrière tout cela, alors on peut dire, mais il n'a qu'à juste arrêter de fournir du renseignement satellitaire aux forces ukrainiennes, ça va s'arrêter tout de suite. Voilà. Il n'a qu'à dire aux Européens, et il le leur a dit, mais je pense que ce n'est pas encore assez clair, qu'il n'y aura pas de garantie de sécurité américaine pour des forces européennes si elles devaient être mises en place sur le territoire ukrainien, par exemple. En dehors du territoire ukrainien, c'est peut-être une autre chose, mais pas sur le territoire ukrainien, puisque c'est pour ça que la Russie a fait ce qu'elle a fait. Donc on arrive sur les points durs, et les points durs, en fait, c'est la question des garanties de sécurité, non seulement pour l'Ukraine, qui a été attaquée, etc., mais pour la Russie, puisqu'il ne faut pas oublier que tout cela est arrivé parce que la Russie s'est considérée menacée militairement par l'avancée de l'OTAN et la perspective d'une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est le b.a.-ba, hein, c'est pas un scoop, hein, ce que je vous dis, mais on en revient toujours là, sauf que comme on a fait de la Russie un agresseur qui a agressé gratuitement un pays qui ne faisait rien contre lui, voilà, qui voulait juste se rapprocher du camp occidental, bon, donc on a fait comme s'il n'y avait pas de géographie, pas de sécurité européenne, pas d'équilibre de la dissuasion, bon, voilà. Eh bien, on ne peut pas concevoir, en fait, un point pourtant essentiel, qui est la question des garanties de sécurité pour la Russie. Et là, d'un seul coup, évidemment, il y a la question de la signature américaine. Que vaut-elle? Combien de temps? Pour combien de temps? Parce que les Ukrainiens demandent des garanties de sécurité. Trump a proposé 15 ans, ils en demandent au moins 30. Mais les Russes, qu'est-ce qui dit qu'après Trump, il y aura Vance et qu'après Vance, il n'y aura pas le retour des démocrates et que tout ça ne sera pas, aura une quelconque valeur. Donc il y a un vrai problème toujours finalement de continuité ou de discontinuité possible dans une politique américaine. Et alors je ne parle même pas bien sûr de la signature de l'Ukraine. Là, même si Zelensky parle d'éventuelles élections, bon, Lavrov a rappelé qu'il ne fallait pas se servir des élections pour faire rentrer des troupes, soi-disant, pour les surveiller, en assurer la sécurité.
que ça ne devait pas être l'occasion pour l'Ukraine de se réarmer. Et là, on retombe sur un autre point dur, la question des forces armées ukrainiennes après un éventuel cessez-le-feu. Voilà, parce qu'un accord de paix, moi, ça me semble de plus en plus compliqué, si vous voulez. Tant que l'Europe se conduit comme elle se conduit, et tant que, d'une certaine façon, les États-Unis laissent encore demeurer la fiction d'une autonomie de décision du pouvoir en Ukraine, euh, voilà, donc on voit mal ce que peut être un véritable accord. Ou alors, il y aura d'autres décisions qui seront prises de manière secrète et confidentielle et qui feront que les Européens comprendront que de toute façon, ils ne peuvent rien faire sans les Américains au plan réel de leur sécurité, hein, au cas où ils voudraient mettre des troupes, c'est inconcevable. Voilà, donc on continue, pour l'instant, c'est une espèce de course de vitesse, de course de posture, bon. Et Trump, bah, il est sur un champ de mine, en fait. Il est sur un champ de mine. Il veut faire son grand reset stratégique avec la Russie et même à l'échelle mondiale. Mais les Européens, c'est plus qu'un caillou dans sa chaussure. C'est plus qu'un caillou dans sa chaussure, mais je ne pense pas qu'il faille s'en réjouir. Si vous voulez. Je pense qu'on aurait beaucoup plus intérêt à être en appui d'une politique américaine visant l'apaisement sécuritaire en Europe. Encore une fois, je rappelle que nous sommes sur ce continent, nous y vivons, et on n'a pas l'intention d'y mourir. Voilà, à vrai dire, stupidement. Donc, voilà la question. Alors, bon, on pourrait en parler encore longuement, mais je pense que je vous ai déjà dit pas mal de choses. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'Iran. Et le troisième, c'était la Syrie, mais je pense que je vais en faire une clé du monde, parce qu'encore une fois, je suis trop longue. Euh, je vais donc, oui, vous parler de l'Iran. Alors, en Iran, en ce moment, il y a un certain nombre de manifestations. Je ne connais pas leur ampleur réelle. Manifestations contre l'hyperinflation, contre voilà, pour des revendications économiques et sociales quand même très légitimes. N'oublions pas que ce pays est sous sanction, hein, donc quelle que soit la bonne volonté du pouvoir, il y a quand même une réalité qui est la pression que l'on fait peser. D'ailleurs, ça s'appelle la politique de pression maximale, n'est-ce pas, sur l'Iran pour qu'il rende gorge et qu'il se soumette aux oukazes américains et israéliens en l'espèce. Et négocie un accord très probablement léonin sur son programme nucléaire et son programme balistique. Et donc Benjamin Netanyahou était à Mar-a-Lago dans la foulée de Zelensky avec Donald Trump. Et il y a eu une conférence de presse et on lui a posé la question, est-ce que les États-Unis sont prêts à soutenir Israël si Israël attaquait l'Iran au cas où l'Iran n'accepte pas le deal, l'accord qu'on leur propose, n'est-ce pas? Ou qu'on va leur proposer si un jour il y a des négociations sérieuses. Et Trump a dit, alors c'est difficile de comprendre ce qu'il a voulu dire. Il a dit qu'il soutiendrait, si jamais l'Iran, il soutiendrait une attaque d'Israël si jamais l'Iran continue avec son programme balistique, et il soutiendrait encore plus, il a dit fast, encore plus rapidement, si l'Iran poursuivait son programme nucléaire. Toute la question est de savoir, bien sûr, si c'est du nucléaire civil ou militaire, sachant que les dirigeants iraniens ont récemment dit qu'ils allaient se servir de leur technologie nucléaire pour répondre aux besoins énergétiques de leur population. Bon. En tout cas, jusqu'à présent, alors est-ce que ces manifestations sont artificielles, sont organisées, sont encouragées, on se souvient de la pénétration iranienne par les services israéliens, pénétration profonde et large qu'on a vue à l'œuvre au moment notamment de la guerre des 12 jours. Mais je ne suis pas capable de vous dire si ces manifestations sont spontanées. Bon, à voir.
Ce qui est certain, c'est que les autorités iraniennes, que ce soit le président iranien ou le président du parlement, ont tous les 2 dit, que c'était des revendications tout à fait légitimes et qu'il fallait les traiter et que, les autorités iraniennes avaient à cœur de trouver des réponses, aux inquiétudes et aux revendications, à la fois des commerçants, des étudiants, ça dure depuis 2 3 jours déjà, je crois, iraniens. Voilà. Donc, il faut je vous parle de ça parce que, on se rend bien compte que, et je ne vous parle pas de ce qui se passe au Liban et je ne vous parle pas de ce qui se passe en Syrie justement et je ne vous parle pas, bon, encore de l'assassinat là d'un des porte-parole du Hamas. Heu, En tout cas, la situation au Moyen-Orient est toujours volatile et je ne vous parle pas aussi de l'huile qui est mise sur le feu, probablement par les États-Unis et par Israël entre, les Émirats arabes unis, et les Saoudiens. Voilà, si vous voulez, tout est toujours en mouvement et je ne vous parle pas, de la réunion, de l'appel téléphonique entre les présidents iraniens et russes sur les accords de coopération, entre eux à mettre en œuvre, et je ne vous parle pas, du fait que les Iraniens, hem, prennent fait et cause pour, le Venezuela, et le président, Maduro en expliquant, que les attaques américaines sur les bateaux, de drug dealers, là, de trafiquants de drogue, sont absolument iniques et totalement, inadmissibles. Enfin voilà, tout le reste du monde continue à bouger, à tourner, hein? Hem On peut dire que les Chinois, et je terminerai là-dessus, eux, après l'incident là, enfin après l'attaque, ukrainienne, sur la résidence de Poutine à Novgorod, eux ont appelé au calme et ont expliqué qu'il était urgent de s'occuper de la paix, d'arrêter de faire des provocations, en fait. Bon. Et puis il y a les Pakistanais, il y a les Indiens et il y a les Émiratis qui, se sont aussi émus de cette attaque et ont estimé que c'était tout à fait scandaleux et illégitime. Alors, voilà, moi, c'est pour ça qu'on peut encore s'interroger sur le fait de savoir si elle a eu lieu ou pas. Moi, je pense que quand même, il y a de fortes chances que ça ait bien eu lieu, parce que sinon, je ne vois pas pourquoi les Russes auraient fait cela. Enfin, je ne vois pas du tout. Ce n'est pas du tout dans leur intérêt, surtout que dans la négociation, ils ont encore une fois la main haute, ils font assez peu de concessions, ils restent sur leur leitmotiv qui est traiter les racines profondes du conflit. Et donc, ce n'est pas du tout dans leur intérêt de casser cette mécanique de négociation. Voilà, chers amis, écoutez, je vous quitte. Je vous quitte en ce mardi soir. Je vous souhaite, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une belle année, vraiment, 2026. Une année où la paix, l'apaisement au moins, et le droit international reprennent un peu de couleur. Une année où la diplomatie, le goût du dialogue aussi renaissent, retrouvent un chemin en Europe, comme au Moyen-Orient bien sûr. Une nouvelle année où le cynisme recouvert des oripeaux, n'est-ce pas, de la fausse morale, prenne quelques coups sur la truffe, ce serait bien, hein, pardonnez-moi cette familiarité, et où le réalisme tempéré retrouve ses lettres de noblesse. Ça aussi, ce serait bien. Voilà, y compris chez tous ceux qui nous gouvernent ou qui sont en charge de réfléchir aux questions du monde, aux affaires du monde. Je vous remercie de votre attention. Merci de liker, de partager, de nous soutenir comme vous le pouvez, de participer, de devenir membre du cercle des amis de paix et guerre. Et en tout cas, voilà, belle soirée demain soir à vous tous et à très vite, à la semaine prochaine. Et pour les membres du cercle, à vendredi pour une nouvelle clé du monde. Et d'ailleurs, ce week-end, c'est aussi le grand direct. Voilà, voilà. Je vous dis au revoir. À bientôt. Au revoir.